pendant mon déploiement, mon oncle m'a envoyé une vidéo de lui en train de frapper mon fils. Il a dit, voilà ce qui arrive quand les soldats ne sont pas là pour protéger leurs enfants. Mon fils a crié, arrête s'il te plaît. Mon papa viendra te chercher. Il a ri. Ce faible. Je n'ai pas peur. Puis ma femme a ajouté, c'est juste un mécanicien qui ne fait que nettoyer les pneus militaires. Il ne savait pas que j'étais l'interrogateur le plus redoutable des forces spéciales. Chapitre 1. L'opérateur fantôme, le sergent-chef Jake Walker, se déplaçait dans le complexe comme la mort elle-même. C'est pas silencieux, malgré le terrain rocailleux de l'est de l'Afghanistan. À 34 ans, il était l'interrogateur le plus craint de l'armée. Un homme capable de briser les combattants ennemis sans laisser de marque, capable d'extraire des informations de terroristes de sang-froid en n'utilisant que la guerre psychologique et une compréhension intime de la peur humaine. Ses coéquipiers l'appelaient l'ombre parce que les ennemis semblaient simplement disparaître lorsque Jake était affecté à leurs affaires. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les méthodes de Jake allaient bien au-delà du manuel approuvé. Il était un maître de la manipulation psychologique, capable de détruire l'esprit d'une personne tout en la gardant physiquement intacte. Le téléphone de Jake vibra avec un message vidéo de sa femme, Marissa Walker. Ils étaient mariés depuis 8 ans, et elle était censée s'occuper de leur fils de 6 ans, Wesley, pendant que Jake effectuait son 3e déploiement. Jake avait rencontré Marissa alors qu'elle était serveuse dans un bar louche près de Fort Bragg, une belle blonde aux yeux tristes et aux problèmes de papa que Jake pensait pouvoir résoudre. Il ouvrit la vidéo, s'attendant à voir le sourire édenté de Wesley, ou peut-être Marissa se plaindre encore du robinet qui fuit. Au lieu de cela, ce qu'il vit lui glaça le sang. La caméra était positionnée dans leur salon, montrant son oncle, Herman Newman, le jeune frère de son père, frappant Wesley au visage. Le garçon tomba en arrière, les larmes coulant sur ses joues. Voici ce qui arrive quand les soldats ne sont pas à la maison pour protéger leurs enfants. La voix de Herman traversa le haut-parleur, froide et moqueuse. Wesley sanglota, regardant directement la caméra. « Arrête, oncle Herman, s'il te plaît. Mon papa viendra te chercher quand il rentrera à la maison. » Herman rit, un son qui entrait les rêves de Jake. « Ce faible. Je n'ai pas peur de ton papa, gamin. Jake n'est qu'un gratte-papier qui nettoie probablement les bottes des vrais soldats. » Puis vint la voix de Marissa depuis derrière la caméra, et le monde de Jake s'effondra complètement. C'est juste un mécanicien qui ne fait que nettoyer les pneus militaires. Herman, il n'est pas effrayant comme toi. La vidéo se termina par Herman attrapant brutalement Wesley par le bras et le tirant hors du champ de la caméra pendant que le garçon criait après son père. Jake fixa l'écran noir pendant 1 minute entière, son esprit traitant ce qu'il venait de voir, sa femme, la femme qu'il avait épousée, pourvue, protégée, non seulement permettait à un autre homme de maltraiter leur fils, mais participait activement à l'humiliation de Jake lui-même. Il pensait qu'il n'était qu'un mécanicien. Il n'avait aucune idée que Jake Walker était l'interrogateur le plus redoutable des forces spéciales, un homme qui avait brisé des criminels de guerre et extrait des secrets d'État d'agents ennemis. Il ne savait pas qu'il était spécialisé dans la guerre psychologique, qu'il pouvait détruire des vies avec une précision chirurgicale. Le commandant de Jake, le colonel Blake Turner, le trouva 20 minutes plus tard, fixant toujours son téléphone. « Walker, on dirait que tu as vu un fantôme. »« Mon colonel, j'ai besoin d'une permission d'urgence. » Crise familiale. Blake étudia le visage de Jake. L'homme ressemblait à un prédateur qui venait d'attraper sa proie. Combien de temps? Le temps qu'il faudra pour régler certaines affaires en suspens. Chapitre 2. La toile de l'oncle. Le vol de Jake atterrit à Fort Bragg 18 heures plus tard. Il avait passé tout le voyage à faire des recherches, à planifier et à se préparer à ce qui allait arriver. Son entraînement militaire lui avait appris que la collecte de renseignements était le fondement de toute opération réussie. Herman Newman, 42 ans, vivait dans un complexe d'appartements délabrés à 15 minutes de la maison de Jake. Il travaillait comme entrepreneur indépendant, faisant surtout des travaux de construction au noir. Plus important encore, Herman avait un problème de jeu et devait de l'argent à des gens très dangereux. Le premier arrêt de Jake fut l'immeuble d'Herman. Il devait comprendre le champ de bataille avant d'engager l'ennemi. Les appartements Sunset Manor étaient exactement ce à quoi Jake s'attendait, un parking fissuré, des équipements de jeux cassés et le genre de résidents qui se mêlaient de leurs affaires. Parfait pour ce qu'il avait prévu. Jake se positionna de l'autre côté de la rue avec une vue dégagée sur l'appartement d'Herman au rez-de-chaussée. En moins de 2 heures, il avait ses réponses.
Herman vendait de la drogue depuis son appartement. De la petite frappe, mais suffisamment pour causer de sérieux problèmes juridiques. Plus intéressant était le défilé de visiteurs, une jeune femme qui resta exactement 30 minutes, un homme nerveux qui regardait constamment par-dessus son épaule et, plus révélateur de tous, deux hommes en costume coûteux qui semblaient appartenir à quelqu'un à qui Herman devait de l'argent. Mais les vrais renseignements sont venus quand Jake a piraté le téléphone d'Herman en utilisant des techniques qu'il avait apprises à l'école de renseignement. Les messages textes brossaient un tableau clair. Herman planifiait cette humiliation depuis des mois. Il avait courtisé Marissa, lui disant que Jake n'était qu'un graisseur et qu'elle méritait mieux. Encore plus écœurantes étaient les photos qu'Herman avait envoyées, des photos de Wesley pleurant avec des légendes comme entraîner le garçon à être un vrai homme. La dernière pièce de renseignement fit bouillir le sang de Jake. Herman enregistrait des vidéos de maltraitance de Wesley depuis des semaines, constituant une collection qu'il envoyait à d'autres individus malades en ligne. Son neveu n'était pas seulement victime de violences physiques, il était exploité pour un public de prédateurs. Jake était assis dans sa voiture de location alors que la nuit tombait, observant l'appartement d'Herman. L'ancien Jake, le mécanicien que sa femme pensait avoir épousé, aurait appelé la police, peut-être confronté Herman directement, essayé de travailler dans le système. Mais Jake Walker, interrogateur des forces spéciales, avait des plans différents. Il allait démanteler Herman Newman pièce par pièce, en commençant par son esprit et en descendant jusqu'à ses os. À 23 heures, Jake passa à l'action. Il avait étudié le plan de l'immeuble, identifié les angles morts des caméras de sécurité et mémorisé la routine d'Herman. Entrer dans l'appartement était un jeu d'enfant. Jake avait infiltré des bastions ennemis dans 3 pays différents. Herman était affalé sur son canapé, des bouteilles de bière vides éparpillées autour de lui. Quand Jake apparut dans son salon comme un spectre, il ne le réveilla pas immédiatement. Au lieu de cela, il explora l'appartement, recueillant des preuves et comprenant la vie d'Herman. L'ordinateur était protégé par un mot de passe, mais Jake l'avait craqué en quelques minutes. Ce qu'il trouva le rendit malade, des dizaines de vidéos de Wesley, des communications avec d'autres prédateurs et un plan détaillé pour casser correctement le garçon quand Jake serait déployé plus longtemps. Quand Herman se réveilla enfin, Jake était assis sur une chaise juste en face de lui, parfaitement immobile dans l'obscurité. « Qui diable ?» commença Herman. Puis ses yeux s'ajustèrent, et il vit le visage de Jake. « Jésus-Christ, Jake, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Bonjour, Herman. Nous devons parler. » Chapitre 3. La trahison de la femme. Herman essaya de se lever, mais Jake n'avait pas bougé de sa chaise. Il y avait quelque chose dans l'immobilité de son neveu qui était plus terrifiant que n'importe quelle menace. « Écoute, Jake, je peux expliquer. »« Assieds-toi, Herman. » L'ordre était silencieux, mais Herman se retrouva assis immédiatement. La voix de Jake portait une autorité qu'Herman n'avait jamais entendue auparavant. Ce n'était pas le jeune homme maladroit qui avait épousé leur famille. « J'ai vu la vidéo que tu m'as envoyée, » continua Jake, sa voix conversationnelle. « Toi et Marissa aviez toute une performance de prévue. Ce n'était pas. Nous étions juste. » « Vous étiez juste quoi ? En train de battre mon fils de 6 ans pendant que ma femme filmait ça pour mon divertissement ?» Jake se pencha légèrement en avant. « Dis-moi, Herman, qu'est-ce que tu pensais qu'il se passerait quand je rentrerais à la maison ?» La bouche d'Herman devint sèche. Quelque chose dans les yeux de Jake semblait vide, prédateur. « Je pensais que tu n'étais qu'un mécanicien. » « Oui, j'ai entendu cette partie. C'est fascinant de voir comment les gens font des suppositions. » Jake se leva lentement, et Herman se plaqua contre le canapé. « Savez-vous ce que je fais réellement dans l'armée ?» Herman balbutia, « Tu répares des camions ?» Jake sourit, le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je brise les gens, Herman. Pas leurs os, bien que je pourrais le faire aussi. Je brise leurs esprits. Je prends des combattants ennemis, des hommes qui mouraient avant de trahir leur cause, et je les transforme en enfants sanglotants qui me disent tout ce que je veux savoir. » Herman essaya d'avaler, mais sa gorge était complètement sèche. « Et la belle chose à propos de mon travail, » continua Jake, « c'est que je suis devenu très bon dans ce domaine. Si bon que mes commandants me confient les affaires qu'ils ne peuvent pas résoudre par les moyens conventionnels. » Jake se dirigea vers l'ordinateur d'Herman et tourna l'écran vers lui. Le visage d'Herman devint blanc comme il vit ses propres fichiers affichés, toutes les vidéos, toutes les communications avec d'autres prédateurs, tout. « Voici ce qui va se passer, Herman.
Tu vas me dire exactement depuis combien de temps tu planifies ça avec ma femme. Tu vas me parler de chaque fois que tu as blessé mon fils. Et tu vas me dire ce que Marissa savait et quand elle l'a su. Jake, je ne peux pas. Oh, mais tu peux, parce que l'alternative est que je passe un coup de fil au détective Larry Knight au bureau du shérif du comté, nous avons servi ensemble en Irak, et soudain, ton ordinateur est signalé anonymement au FBI. Combien de temps penses-tu qu'un homme comme toi dure dans une prison fédérale, Herman? Les mains d'Herman tremblaient maintenant. Tu ne comprends pas Marissa, elle voulait ça. Elle a dit que tu étais faible, que Wesley avait besoin d'une figure masculine plus forte. Jake sentit quelque chose de froid se fixer dans sa poitrine. Continue. Elle a été. Nous sommes ensemble depuis 2 ans, Jake. Depuis ton dernier déploiement. Elle a dit que tu n'étais pas assez homme pour elle, que tu n'étais qu'un inconnu qui prétendait être un soldat. La pièce fut silencieuse pendant un long moment. Puis Jake reprit la parole, sa voix étrangement calme. 2 ans. Et mon fils, elle a dit qu'il avait besoin de discipline. Une vraie discipline, elle a dit que tu étais trop tendre avec lui. Jake traita cette information avec le même détachement clinique qu'il utilisait lors de l'interrogatoire des combattants ennemis. Sa femme ne l'avait pas seulement trahi, elle avait activement participé aux abus de son fils pendant 2 ans. Elle avait choisi Herman plutôt que la sécurité de son propre enfant. Où est Marissa maintenant? Chez vous. Elle attend que je vienne après ton retour demain. Intéressant. Elle ne sait pas que je suis là plus tôt. Herman hocha la tête misérablement. Jake se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le parking. Tu sais, Herman, dans mon métier, nous avons un dicton, la meilleure vengeance est celle que ton ennemi conçoit pour lui-même. Toi et Marissa avez été si serviables à cet égard. Qu'est-ce que tu veux dire? Jake se retourna vers lui, et Herman vit quelque chose dans son expression qui lui donna envie de courir. Tu vas m'aider à donner à ma femme exactement ce qu'elle mérite. Et Herman, quand j'en aurai fini avec vous deux, tu souhaiteras vraiment que je ne sois qu'un mécanicien. Chapitre 4. Le gambit du chasseur. Jake quitta l'appartement d'Herman à 3 heures du matin avec une confession détaillée enregistrée sur son téléphone, et un homme tellement terrifié qu'il ferait tout ce que Jake lui demanderait. Mais Jake n'avait pas fini de recueillir des renseignements. Il avait besoin de comprendre toute l'étendue de la trahison avant de pouvoir concevoir la vengeance parfaite. Son prochain arrêt fut une visite surprise à sa voisine, Madame Celeste Richardson, une veuve âgée qui vivait de l'autre côté de la rue et avait toujours aimé Wesley. Jake l'avait aidé à faire des travaux de jardinage avant ses déploiements, et il savait qu'elle gardait un œil attentif sur le quartier. « Jake, mon Dieu, tu es rentré plus tôt, dit Céleste quand elle ouvrit sa porte à 6 heures du matin. Elle était déjà habillée et préparait du café, une lève-tôt, comme Jake s'en souvenait. Permission d'urgence, Madame Richardson. Situation familiale. J'espérais que vous pourriez m'aider à comprendre ce qui s'est passé pendant mon absence. L'expression de Céleste s'assombrit. Oh, chérie, je me demandais quand quelqu'un allait demander. Entre, laisse-moi te servir du café. Au cours de l'heure suivante, Jake apprit que son cauchemar était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Céleste avait vu le camion d'Herman dans son allée au moins 3 nuits par semaine. Elle avait entendu Wesley pleurer à travers les fenêtres à plusieurs reprises. Le plus accablant de tous, elle avait vu Marissa et Herman ensemble à l'épicerie locale, agissant comme un couple, tandis que Wesley marchait derrière eux avec des ecchymoses visibles. J'ai appelé les services de protection de l'enfance 2 fois, admit Céleste, les larmes aux yeux. Mais Marissa a toujours nettoyé Wesley avant leur venue, et ce garçon a tellement peur qu'il ne dira à personne ce qui se passe. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? J'ai essayé, mon cher. J'ai appelé le numéro que tu as laissé, mais Marissa a dit que tu étais en mission classifiée et qu'on ne pouvait pas te contacter. Elle a dit qu'elle transmettrait mes préoccupations. Jake sentit sa mâchoire se serrer. Marissa avait intercepté les communications, l'isolant de quiconque aurait pu l'avertir. Madame Richardson, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce que je suis sur le point de faire pourrait devenir très compliqué, et vous pourriez voir des choses qui semblent préoccupantes, mais j'ai besoin que vous ayez confiance que je gère cette situation. Céleste étudia son visage. Elle avait été mariée à un vétéran du Vietnam pendant 40 ans avant son décès. Elle reconnut le regard d'un soldat se préparant à la guerre. Ce garçon a de la chance de vous avoir comme père, dit-elle simplement. Faites ce que vous devez faire. Le dernier arrêt de Jake avant de confronter Marissa fut la banque.
Il avait besoin de comprendre leur situation financière et quels actifs Marissa pouvait avoir accès. Ce qu'il découvrit le fit sourire tristement. Marissa avait systématiquement vidé leur compte d'épargne conjoint, transférant de l'argent vers un compte à son nom seulement. Elle avait également contracté une carte de crédit au nom de Jake et l'avait maximisée avec des achats qui n'étaient clairement pas pour les nécessités du ménage. Elle ne le trahissait pas seulement émotionnellement, elle le volait et se préparait à le laisser financièrement ruiner. À 10 heures du matin, Jake était garé devant sa propre maison, observant à travers les fenêtres. Wesley était à l'école, et Marissa était seule. Elle était au téléphone, riant de quelque chose, gesticulant avec animation. Jake activa l'application de surveillance audio qu'il avait installée sur son téléphone il y a des mois, une précaution qu'il avait apprise à prendre avec tous les membres de la famille des soldats déployés. « J'ai hâte qu'il revienne demain », disait Marissa. « Herman, tu devrais voir sa tête quand il regardera cette vidéo. Il va être tellement brisé. » Et s'il essaie de me combattre, vint la voix d'Herman à travers le haut-parleur. « Bébé, tu pourrais prendre Jake avec une main attachée dans le dos. Il n'a jamais été dans une vraie bagarre de sa vie. L'armée le fait juste changer les filtres à huile et faire tourner les pneus. » Jake coupa l'enregistrement et se rassit dans sa voiture. Il pensait que le retour à la maison de demain allait être leur célébration de la victoire. Il n'avait aucune idée que Jake était à la maison depuis des heures, qu'il avait déjà démantelé la vie d'Herman et qu'il était sur le point de les présenter tous les deux au vrai Jake Walker. Il vérifia sa montre. Wesley serait de retour de l'école dans 6 heures. Jake devait avoir terminé la première phase de son opération d'ici là. Il refusait d'exposer son fils à plus de traumatisme. Jake se dirigea vers sa propre porte d'entrée et utilisa sa clé. Marissa était dans la cuisine, le dos tourné, toujours au téléphone avec Herman. « Je te dis, il va probablement pleurer quand il verra ce con. » Elle se retourna et hurla. Jake était debout dans l'embrasure de la porte, toujours en treillis militaire, son sac de sport sur l'épaule, ressemblant exactement au mari revenant de son déploiement, à l'exception de ses yeux, qui avaient une froideur qui fit tomber son téléphone à Marissa. « Bonjour, chérie, » dit Jake doucement. « Je suis à la maison. » Chapitre 5. Le piège se referme. Le visage de Marissa passa par une série rapide d'émotions, choc, peur, culpabilité, puis une tentative désespérée de normalité. « Jake, oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Je pensais que tu ne rentrais pas avant demain. » Elle se précipita vers lui, les bras tendus pour une étreinte. Jake attrapa ses poignets avant qu'elle ne puisse l'embrasser. Surprise. Marissa essaya de sourire, mais quelque chose dans la prise de Jake et son ton la rendit nerveuse. « Depuis combien de temps es-tu rentré ? » Assez longtemps. Jake relâcha ses poignets et entra dans son propre salon, regardant autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois. « Joli montage que vous avez ici. Très confortable. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Jake se tourna pour faire face à sa femme, la regarda vraiment. Elle portait de nouveaux vêtements, des vêtements chers. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel. Ses ongles étaient parfaitement manucurés, tout payé avec de l'argent qu'elle avait volé sur leur compte joint. Je veux dire, tout cet arrangement que toi et Herman avez mis en place. Très confortable. Le visage de Marissa devint blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Jake sortit son téléphone et joua la vidéo qu'Herman lui avait envoyée. Marissa se regarda se moquer de Jake pendant qu'Herman maltraitait leur fils, et à chaque seconde, elle sembla rétrécir. « Tu veux réessayer » demanda Jake quand la vidéo se termina. La bouche de Marissa s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. « Jake, je peux expliquer. »« Oh, je suis sûr que tu peux. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer quelque chose. » Jake s'assit dans son fauteuil préféré, celui qu'il avait acheté lorsqu'ils ont emménagé ensemble, à l'époque où ils pensaient qu'ils construisaient une vie ensemble. « Tu vois, Marissa, tu as commis une erreur de jugement critique. » « Quelle erreur ? » ? « Tu as supposé que tu savais qui j'étais, ce dont j'étais capable. » La voix de Jake resta conversationnelle, presque amicale. « C'est une erreur courante. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. » Marissa recula vers la cuisine, mais Jake ne fit aucun mouvement pour la suivre. Son immobilité était en quelque sorte plus menaçante que s'il avait crié. « Tu pensais que j'étais faible ?» continua Jake. « Un mécanicien ? Quelqu'un qui nettoie les pneus des vrais soldats ? Quelqu'un qui ne pouvait pas protéger sa propre famille ? Jake, s'il te plaît. » Mais voici ce qui concerne les hypothèses,
Marissa, elles peuvent être très dangereuses quand tu te trompes. Jake se pencha légèrement en avant. Savez-vous ce que je fais réellement dans l'armée? Marissa secoua la tête, les larmes commençant à se former dans ses yeux. Je brise les gens, Marissa. C'est ma spécialité. Je prends les ennemis les plus forts et les plus engagés de notre pays, et je les transforme en coquilles sanglotantes et brisées qui me disent tout ce que je veux savoir. Et je le fais sans laisser de marque. Le téléphone de la cuisine sonna. Jake regarda l'identifiant de l'appelant et sourit. Ce serait Herman. Il se demande probablement pourquoi tu as crié puis tu t'es tu. Jake, je ne peux pas répondre au téléphone. L'ordre portait une autorité qui fit bouger Marissa avant qu'elle ne décide consciemment de le faire. Elle décrocha le téléphone avec des mains tremblantes. Allô, Marissa. Que s'est-il passé? Je t'ai entendu crier, puis la ligne s'est coupée. Jake se dirigea vers sa femme et tendit la main pour prendre le téléphone. Marissa le regarda en suppliant, mais l'expression sur son visage ne laissa aucune place à la contestation. Elle lui tendit le téléphone. Allô, Herman. Silence de mort à l'autre bout du fil. Je pense que toi et moi devons avoir une autre conversation. Pourquoi ne viendrais-tu pas? Marissa et moi discutions juste de votre relation. Je ne crois pas, Jake. La voix de Jake tomba à un murmure qui portait d'une certaine manière plus de menace qu'un cri. Tu as 10 minutes pour arriver ici, sinon je commence à passer des coups de fil, à la police, à ton propriétaire, aux gens à qui tu dois de l'argent. À toi de choisir. La ligne se coupa. Jake raccrocha le téléphone et se retourna vers Marissa, qui pleurait maintenant ouvertement. Maintenant, pendant que nous attendons Herman, pourquoi ne me parles-tu pas de l'argent que tu as volé sur notre compte? Chapitre 6. La confrontation. Herman arriva en 8 minutes, ce qui dit à Jake tout ce qu'il avait besoin de savoir sur la terreur qu'avait ressentie son oncle. Jake regarda à travers la fenêtre pendant qu'Herman était assis dans son camion pendant 1 minute entière, rassemblant son courage avant de finalement marcher vers la porte. Jake répondit avant qu'Herman ne puisse frapper. À l'heure. Entre, Herman. Marissa était sur le point d'expliquer combien de temps vous deux avez prévu ça. Herman entra dans la maison comme un homme marchant vers son exécution. Marissa était assise sur le canapé, des mouchoirs dans les mains, le maquillage maculé par les pleurs. Assieds-toi, Herman, dit Jake, en désignant la chaise en face de Marissa. Nous avons une réunion de famille. Herman s'assit, ses yeux allant de Jake à Marissa. Jake resta debout, positionné de manière à pouvoir les surveiller tous les deux. Maintenant, commença Jake, j'ai entendu la version des faits d'Herman sur la façon dont ça a commencé il y a 2 ans, sur la façon dont toi, Marissa, a décidé que notre fils avait besoin d'une vraie discipline, sur la façon dont tu as volé de l'argent sur notre compte et que tu as prévu de me ruiner financièrement. Mais je veux l'entendre de ta bouche. Marissa regarda Herman, qui évitait son regard. Jake, tu dois comprendre. Je comprends parfaitement. Tu pensais avoir épousé un homme faible qui ne se défendrait jamais. Tu pensais pouvoir m'humilier, maltraiter mon fils, voler mon argent, et je l'accepterais parce que j'étais trop pathétique pour t'arrêter. Ce n'est pas ce que. Tu as fait une erreur critique. Jake se dirigea vers la cheminée où il gardait ses décorations militaires, des récompenses que Marissa n'avait jamais pris la peine de lire. Tu n'as jamais vraiment regardé qui tu as épousé. Il prit un certificat encadré. Purple Hat, pour blessure reçue au combat en Afghanistan. Il le posa et en prit un autre, Bronze Star avec dispositif Valor pour réalisation héroïque au combat terrestre contre un ennemi armé. Herman fixait les certificats comme s'il ne les avait jamais vus auparavant. Jake prit un 3e cadre. Celui-ci est mon préféré, médaille de félicitations de l'armée pour mon travail dans les opérations de renseignement, en particulier pour le développement de nouvelles techniques d'interrogatoire qui ont été adoptées dans tout le service. Le visage de Marissa était devenu complètement blanc. Tu vois, Herman, quand tu me traites de faible qui nettoie les pneus, tu insultes un homme qui a personnellement interrogé plus de 200 combattants ennemis. Un homme qui se spécialise dans la guerre psychologique, un homme qui peut détruire des vies sans jamais donner un coup de poing. Jake s'assit en face d'eux deux. Et maintenant, vous m'avez donné une raison d'utiliser ces compétences sur vous. Qu'est-ce que tu veux, demanda Herman, sa voix à peine un murmure. Jake sourit, le même sourire froid qu'il utilisait sur les prisonniers ennemis. Je veux la justice. Malheureusement, vous allez tous les deux m'aider à l'obtenir. C'est simple.
Vous allez tous les deux tout avouer. Les abus, la liaison, le vol financier, tout. Vous allez le faire sur vidéo avec tous les détails. Et vous allez signer des déclarations écrites. Et si nous ne le faisons pas, demanda Marissa. Jake sortit son téléphone et leur montra une vidéo. C'était l'immeuble d'Herman avec un horodatage clair du début de la matinée. Ce sont des agents fédéraux qui exécutent un mandat de perquisition dans l'appartement d'Herman. Ils vont trouver des choses très intéressantes sur son ordinateur. Herman devint pâle. Tu n'as pas fait ça? Oh, si, je l'ai fait. Tu vois, Herman, quand tu te fais des ennemis avec quelqu'un dans les opérations de renseignement, tu ne peux pas garder de secret. Jake se tourna vers Marissa. Et quant à toi, ma chère femme, j'ai déjà gelé nos comptes joints et déposé des rapports de fraude sur la carte de crédit que tu as ouverte à mon nom. La banque est très intéressée à te parler. Tous les deux le fixèrent avec horreur. Mais voici la belle partie, continua Jake. Si vous coopérez pleinement, que vous avouez tout, que vous signez les documents et que vous faites exactement ce que je vous dis, je pourrais être persuadé de faire preuve de clémence. Quel genre de clémence? Demanda Marissa désespérément. Le sourire de Jake s'élargit. Le genre où vous découvrirez à quel point un interrogateur professionnel peut être créatif quand quelqu'un blesse un enfant. Chapitre 7, les comptes commencent. 3 heures plus tard, Jake avait des confessions écrites détaillées de Herman et Marissa, ainsi que des enregistrements vidéo d'eux admettant tout. Herman avait avoué 2 ans de maltraitance systématique d'enfants, la création et la distribution de contenus illicites mettant en scène Wesley, et la planification d'une escalade des abus. Marissa avait admis la liaison, le vol financier et la participation active à l'humiliation de Jake et aux abus de leur fils. Mais Jake n'avait pas fini. Les confessions n'étaient que le début. Maintenant vient la partie intéressante, leur dit Jake en examinant les documents. Vous voyez, je pourrais remettre ça aux autorités tout de suite. Herman serait confronté à des accusations fédérales pour le contenu de son ordinateur, plus des accusations de maltraitance d'enfants. Marissa serait confrontée à des accusations de fraude, de mise en danger d'enfants et de complot. S'il te plaît, Jake, sanglota Marissa. Je vais partir. Je vais disparaître. Tu ne me reverras plus jamais. Oh, tu vas certainement disparaître, Marissa, mais pas de la façon dont tu le penses. Jake se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le bus scolaire de Wesley arriverait dans 30 minutes. Voici ce qui va se passer. Herman, tu vas emballer tes affaires et quitter la ville. Ce soir, tu vas conduire à Miami, t'enregistrer dans un hôtel spécifique et attendre mes instructions. Quelles instructions? Le genre qui te maintient hors de la prison fédérale. Tu vois, Herman, j'ai des amis dans des endroits très intéressants. Certains d'entre eux travaillent dans les forces de l'ordre. D'autres travaillent à des postes moins officiels. Le choix des amis à qui je te présente dépend entièrement de la façon dont tu suis les instructions. Herman hocha la tête frénétiquement. Jake se tourna vers Marissa. C'est à toi de voir, ma chère femme. Tu vas emballer les affaires de Wesley et les tiennes, juste l'essentiel. Ensuite, tu vas l'emmener chez ta sœur à Charlotte. Pourquoi? Parce que ce qui va arriver ensuite n'est pas quelque chose dont un enfant devrait être témoin. La voix de Jake portait une finalité qui les fit frissonner tous les deux. Tu vas dire à ta sœur que nous divorçons, que tu as fait des erreurs et que tu as besoin d'un endroit pour rester pendant que les avocats règlent les choses. Jake, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Marissa. La voix de Jake coupa sa supplication comme une lame. Il n'y a pas d'arrangement possible. Il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de pardon. Tu as choisi de blesser mon enfant et de m'humilier. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Marissa essaya une fois de plus. Qu'en est-il de Wesley? Il a besoin de sa mère. Jake se dirigea vers elle, assez près pour qu'elle puisse voir la froide furie dans ses yeux. Wesley a besoin d'être protégé de sa mère. La femme qui a permis à son amant de le maltraiter pendant 2 ans. La femme qui a filmé son humiliation pour son propre amusement. J'aime mon fils. Non, tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimais, tu l'aurais protégé. Au lieu de cela, tu l'as sacrifié pour ta propre gratification. Jake recula. Emballe ses affaires. Maintenant. Il ne reviendra jamais dans cette maison tant que tu y seras. Le bus scolaire s'arrêta devant la maison alors que Marissa emballait les vêtements de Wesley avec des mains tremblantes.
Jake regarda son fils descendre du bus, le sac à dos sur les épaules, marchant lentement vers la maison comme un garçon qui avait peur de ce qui l'attendait à la maison. Jake le rencontra à la porte. « Papa !» Le visage de Wesley s'illumina de joie et de soulagement. « Tu es rentré plus tôt. » Jake s'agenouilla et serra son fils dans ses bras, le serra vraiment dans ses bras pour la première fois depuis des mois. Il pouvait sentir à quel point le garçon était devenu maigre, pouvait voir les faibles ecchymoses que le maquillage ne pouvait pas complètement cacher. « Et, mon pote, tu m'as tellement manqué. Tu restes à la maison maintenant ? S'il te plaît, dis que tu restes à la maison. » Je reste à la maison, Wesley. Et nous allons faire un voyage pour voir tant de gens. Tu aimerais ça ? Wesley hocha la tête avec empressement. Est-ce que oncle Herman sera là ? Jake sentit quelque chose de froid et de vicieux se fixer dans sa poitrine. Personne. Oncle Herman ne nous dérangera plus. Alors que Jake aidait Wesley à emballer ses jouets préférés, il fit une promesse silencieuse. Herman et Marissa avaient pensé qu'ils détruisaient un homme faible qui ne se défendrait pas. Au lieu de cela, ils avaient réveillé quelque chose de bien plus dangereux, un père qui ne reculerait devant rien pour protéger son enfant, et un soldat entraîné à détruire ses ennemis avec une précision méthodique. Les vrais contes ne faisaient que commencer. Chapitre 8. La toile du chasseur. Après que Wesley et Marissa soient partis pour Charlotte, avec Jake suivant à distance pour s'assurer qu'ils y allaient réellement, Jake retourna à sa maison pour commencer la phase 2 de son opération. Il avait 48 heures avant que quiconque ne s'attende à avoir de ses nouvelles, et il avait l'intention d'utiliser chaque minute. Le premier appel de Jake fut pour le détective Larry Knight, son vieil ami de l'armée qui travaillait maintenant au bureau du shérif du comté. « Jake Walker ? J'ai entendu dire que tu étais encore à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe, Larry ? J'ai besoin d'une faveur. Hypothétiquement parlant, si quelqu'un avait des preuves de maltraitance systématique d'enfants et de fraude financière, mais voulait gérer les choses en privé avant d'impliquer les forces de l'ordre, comment recommanderais-tu de procéder ? Il y eut une pause. Larry connaissait Jake depuis 10 ans, ils avaient fait 2 missions ensemble en Irak. Jake, est-ce que tout va bien ? Définis bien un point. Jésus-Christ, à quel point est-ce grave ? Jake lui raconta tout, la vidéo, les confessions, les preuves qu'il avait recueillies. Quand il eut terminé, Larry resta silencieux pendant un long moment. Jake, normalement, je te dirais d'apporter ces preuves immédiatement, mais compte tenu de ce que ces gens ont fait à ton garçon. Larry fit une pause. De combien de temps as-tu besoin ? 72 heures. Tu l'as. Mais Jake, quoi que tu prévois, assure-toi de pouvoir vivre avec. Oh, je peux certainement vivre avec, Larry. La question est de savoir s'ils le peuvent. Le deuxième appel de Jake fut pour son ancien commandant d'unité, le colonel Blake Turner. Walker, tu viens de partir il y a 24 heures. S'il te plaît, dis-moi que tu n'appelles pas pour prolonger ton congé. En fait, mon colonel, j'appelle pour demander une mutation, une affectation dans le pays. Ma situation familiale est devenue compliquée. Blake resta silencieux pendant un moment. À quel point est-ce compliqué ? Jake lui donna une version édulcorée des événements. Quand il eut terminé, la voix de Blake était devenue glaciale. Jake, tu sais que j'ai des relations à la CIA. Je pourrais avoir des enquêteurs sur cette affaire en quelques heures. J'apprécie ça, mon colonel, mais je préfère gérer ça par les voies civiles. Compris. Considère ta mutation approuvée. Et Jake, si tu as besoin de ressources pour gérer ta situation familiale, tu sais comment me joindre. Le troisième appel était le plus important. Jake composa le numéro qu'il avait mémorisé mais qu'il n'avait jamais pensé utiliser, service d'enquête de Rodriguez. Jimmy, c'est Jake Walker. Jimmy Rodriguez avait été le partenaire de Jake dans les opérations de renseignement pendant 3 ans avant de quitter l'armée pour créer une société d'enquête privée spécialisée dans la résolution discrète de problèmes pour les familles militaires et les entrepreneurs du gouvernement. Jake, mec, je pensais que tu étais toujours en zone de guerre. Qu'est-ce qui se passe ? Jake expliqua la situation. Jimmy écouta sans interruption, prenant occasionnellement des notes. Jésus, Jake, ces gens ont vraiment choisi la mauvaise famille avec qui se frotter. Jimmy fit une pause. De quoi as-tu besoin ? Tout. Historique complet des 2 cibles. Dossier financier, antécédents professionnels, casier judiciaire, liens familiaux, dettes, secrets. Je veux connaître tous leurs points de pression.
Jusqu'où veux-tu que j'aille? Jusqu'au bout. Et Jimmy, j'en ai besoin rapidement. Donne-moi 12 heures. J'aurai un dossier complet sur les deux. Le dernier appel de Jake fut pour la sœur de Marissa, Jean Kellogg, à Charlotte. Jake, Marissa vient d'arriver avec Wesley. Elle a dit que vous aviez des problèmes. Jean, j'ai besoin que tu gardes Wesley avec toi pendant un moment. Les choses sont compliquées en ce moment. Bien sûr. Mais Jake, Marissa semble vraiment bouleversée. Elle ne me dit pas grand-chose, juste que tu as découvert des erreurs qu'elle a faites. C'est une façon généreuse de le dire. Jean, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Wesley a été gravement blessé. Je gère la situation, mais il doit être quelque part en sécurité pendant que je le fais. La voix de Jean devint sérieuse. Blessé? Comment? Je ne peux pas entrer dans les détails au téléphone. Mais Jean, ne laisse pas Marissa l'emmener nulle part sans m'appeler d'abord. Et si elle essaie de partir avec lui, appelle la police immédiatement. Jake, tu me fais peur. Bien. Avoir peur gardera Wesley en sécurité. Après avoir raccroché, Jake s'assit dans sa maison silencieuse et examina sa situation. Herman conduisait à Miami, terrifié et complètement sous le contrôle de Jake. Marissa était à Charlotte, isolée de son réseau de soutien et sous la surveillance de sa sœur. Wesley était en sécurité et protégé. Maintenant venait la partie amusante. Jake ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches. Au matin, il saurait tout sur la vie d'Herman et de Marissa, leurs peurs, leurs faiblesses, leurs points de pression. Et puis il commencerait à démanteler systématiquement tout ce qui leur tenait à cœur. Ils avaient commis l'erreur de penser que Jake Walker était faible. Il était sur le point de leur montrer à quoi ressemblait réellement la force. Chapitre 9. Le jugement dernier. 72 heures plus tard, Jake Walker avait orchestré la destruction complète de Herman Newman et de Marissa Walker sans donner un seul coup de poing ni enfreindre une seule loi. Jimmy Rodriguez avait fourni des renseignements au-delà des attentes de Jake. Herman, il s'avéra, devait 43 000 $ à un usurier nommé Ricardo Hobb, connu pour ses méthodes créatives de recouvrement de dettes. Marissa avait eu non pas une liaison, mais 3, Herman n'était que le plus récent. Plus important encore, elle avait volé de l'argent non seulement à Jake, mais aussi à son lieu de travail précédent, accumulant un schéma de fraude financière qui remontait à des années. La vengeance de Jake était chirurgicale dans sa précision. Pour Herman, Jake avait simplement accéléré les conséquences naturelles de ses choix. Un seul coup de fil anonyme à Ricardo Hobb, l'informant qu'Herman s'était vanté d'avoir de l'argent pour payer ses dettes mais qu'il le cachait dans un hôtel de Miami, avait résolu le problème d'Herman de façon permanente. La dernière chose que Jake avait entendue, c'est qu'Herman s'était enregistré en détention protectrice auprès de la police de Miami, suppliant d'être protégé contre des assaillants inconnus. Les accusations fédérales pour le contenu trouvé sur l'ordinateur d'Herman garantiraient qu'il ne menacerait plus jamais un autre enfant. Mais plus important encore, les gens de Ricardo s'assureraient qu'Herman passerait le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, ne sachant jamais quand son passé le rattraperait. Pour Marissa, la vengeance de Jake était plus complexe. Il avait systématiquement contacté toutes les personnes dans sa vie, ses employeurs, ses amis, sa famille, et leur avait fourni des preuves de son vrai caractère. Pas des accusations ou des oui-dire, mais des preuves documentées, la vidéo d'elle se moquant de Jake pendant que son fils était maltraité, les relevés bancaires montrant son vol, les communications avec plusieurs partenaires d'affaires. L'image soigneusement construite de Marissa comme une épouse militaire dévouée et une mère aimante s'est effondrée en 48 heures. Son employeur l'a congédiée pour vol. Ses amis l'ont abandonnée. Même sa propre famille, après avoir vu la preuve de la façon dont elle avait traité Wesley, lui ont tourné le dos. Mais le chef-d'œuvre de Jake était l'audience sur la garde. Il avait demandé la garde d'urgence de Wesley, appuyé par des preuves vidéo, des confessions écrites, des dossiers médicaux documentant les blessures de Wesley et le témoignage de Madame Richardson et d'autres voisins. L'avocat de Marissa, un défenseur public, puisque tout son argent volé avait été gelé par les tribunaux, n'avait aucune défense contre la montagne de preuves que Jake avait présentée. Le juge avait mis 15 minutes pour accorder à Jake la garde complète et émettre une ordonnance d'éloignement interdisant à Marissa de contacter Wesley sans supervision. Jake se tenait dans la salle d'audience, regardant Marissa pleurer alors que son avocat expliquait qu'elle aurait de la chance de voir son fils une fois par mois, et seulement sous la supervision du tribunal. Elle regarda Jake de l'autre côté de la salle d'audience,
cherchant sur son visage un signe de l'homme qu'elle pensait avoir épousé, le fou faible et indulgent qui la reprendrait si elle s'excusait suffisamment. Au lieu de cela, elle vit Jake Walker, interrogateur des forces spéciales, la regardant avec le même détachement clinique qu'il avait montré aux combattants ennemis. Il n'y avait aucune colère dans son expression, aucune satisfaction, juste l'évaluation froide d'une mission accomplie avec succès. « Jake » murmura-t-elle de l'autre côté de la salle d'audience. « S'il te plaît. » Jake se détourna sans la reconnaître. 3 mois plus tard, Jake était assis sur son Porsche, regardant Wesley jouer dans la cour. Le garçon riait vraiment pour la première fois depuis que Jake était rentré à la maison. Les ecchymoses s'étaient estompés. Les cauchemars devenaient moins fréquents, et Wesley commençait à croire qu'il était en sécurité. Madame Richardson traversa sa cour en portant un verre de limonade. « Ce garçon a de la chance de vous avoir », dit-elle en s'installant dans la chaise à côté de Jake. « C'est moi qui ai de la chance. Avez-vous eu des nouvelles de Marissa ?» Jake secoua la tête. « La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait dans sa voiture à Raleigh. Il semble qu'elle ait du mal à trouver quelqu'un de prêt à l'aider. Et Herman est toujours en détention protectrice à Miami. Apparemment, il a développé une phobie très grave d'être seul. » Madame Richardson étudia le profil de Jake. « Le regrettez-vous parfois? Ce que vous leur avez fait ?» Jake regarda Wesley grimper sur son jeu de balançoire, le même jeu de balançoire où Herman avait autrefois forcé le garçon à s'excuser de lui manquer de respect. Maintenant, Wesley y grimpait sans crainte, sachant que son père le regardait, sachant qu'il était protégé. « Madame Richardson, j'ai passé des années en territoire ennemi à traquer des gens qui blessaient des civils innocents. Je n'aurais jamais pensé que je devrais utiliser ces compétences sur ma propre famille. » Jake se tourna pour la regarder. « Mais regretter d'avoir détruit les gens qui ont maltraité mon fils ? » Pas une seconde. Le téléphone de Jake vibra avec un message texte. C'était du colonel Turner. « Jake, comment la vie civile te traite-t-elle ? » Jake répondit, « Mieux que prévu, mon colonel. Il s'avère que les soumissions valent la peine de rentrer à la maison. » Alors que le soleil se couchait sur sa cour, Jake Walker, ancien interrogateur des forces spéciales, père célibataire actuel et croyant réformé de façon permanente au pouvoir de sous-estimer les silencieux, regarda son fils jouer et se fit une promesse, Wesley n'aurait plus jamais à avoir peur, et quiconque essaierait de le blesser découvrirait ce que Jake avait enseigné à Herman et à Marissa, que l'ennemi le plus dangereux est celui que vous prenez pour une proie. Certaines personnes, Jake l'avait appris, confondaient force tranquille avec faiblesse. Ces personnes découvraient leur erreur exactement une fois. Jake avait passé sa carrière à protéger des innocents contre des monstres. Il ne s'était jamais attendu à trouver les pires monstres dans sa propre maison. Mais il les avait traités de la même manière qu'il avait traité toutes les autres menaces à la vie innocente, avec une précision méthodique, une force écrasante et absolument aucune pitié. Wesley cria depuis le jeu de balançoire. « Papa, regarde-moi aller très haut. » Jake sourit, un vrai sourire, chaleureux et authentique, rien de tel que l'expression froide que ses ennemis avaient appris à craindre. « Je regarde, mon pote. Je regarde toujours. » Et dans une maison de l'autre côté de la ville où Marissa passait une autre nuit seule, se demandant comment l'homme faible qu'elle avait épousé avait détruit toute sa vie si complètement, ces mots auraient fait frissonner son échine. Parce que Jake Walker regardait toujours, protégeait toujours et ne pardonnait jamais à ceux qui menaçaient sa famille. Les silencieux, comme Herman et Marissa l'avaient appris trop tard, étaient les plus dangereux de tous. Et voilà. Et alors que cette histoire se glisse tranquillement dans les ombres de votre esprit, se dissolvant dans les espaces silencieux où la mémoire et le mystère s'entrelacent, comprenez que ce n'était jamais juste une histoire. C'était un éveil, une impulsion brute de vérité humaine enveloppée de secrets murmurés et d'émotions voilées. Chaque mot, un éclat de réalité fracturée, chaque phrase un pont entre les mondes vus et invisibles, entre la lumière de la révélation et l'abîme sombre de ce qui reste non dit. C'est ici, dans cet espace liminaire, que les histoires respirent leur magie la plus puissante, remuant les chambres les plus profondes de votre âme, provoquant les peurs non exprimées, les désirs enfouis et les espoirs fragiles qui s'accrochent à votre cœur comme de fragiles braises. C'est le pouvoir de ces contes, ces confessions numériques murmurées dans le vide, où l'anonymat devient le masque de la vérité, et chaque spectateur devient le gardien de secrets trop lourds à porter seul. Et maintenant, ce secret, cet écho tremblant de la réalité de quelqu'un d'autre, devient partie intégrante de votre propre récit ombragé, s'entrelant avec vos pensées, éveillant cette curiosité indéniable, cette faim insatiable de savoir ce qui se trouve au-delà, quelles histoires restent à raconter,
Quel mystère plane juste hors de portée, attendant que vous les découvriez. Alors accrochez-vous à ce sentiment, ce fil électrique d'émerveillement et de malaise, car c'est ce qui nous relie tous à travers le vaste réseau invisible de l'expérience humaine. Et si votre cœur s'emballe, si votre esprit s'attarde sur les s'il et les peut-être, alors vous savez que l'histoire a fait son travail. Sa magie s'est tissée dans le tissu de votre être. Alors, avant de vous éloigner de ce royaume, rappelez-vous ceci. Chaque histoire que vous rencontrez ici est une invitation murmurée à regarder plus profondément, à écouter plus attentivement, à embrasser l'obscurité et la lumière. Et si vous vous êtes senti perdu, si vous vous êtes senti changé même légèrement, alors honorez cette connexion en gardant la flamme allumée, comme cette vidéo si l'histoire vous a hanté. Abonnez-vous pour rejoindre la confrérie des chercheurs qui traquent les vérités invisibles. Et sonnez la cloche pour être le premier à accueillir la prochaine confession, la prochaine ombre, la prochaine révélation qui attend de jaillir des profondeurs. Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous les invoquons. Nous devenons des vaisseaux pour les oublier, les cacher et les non-dits. Et vous, chers auditeurs, êtes devenus une partie de ce rituel sacré. Alors, jusqu'à ce que le prochain conte vous trouve, dans les heures calmes, gardez vos sens aiguisés, votre cœur ouvert, et ne cessez jamais de chasser les murmures dans le silence. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Bonne chance.